pour les Djiboutiens? Beaucoup de choses. Ils seront soulagés. Même s'ils n'ont pas de l'argent, ils auront la liberté et de circuler librement. Il n'y aura pas de rave, il n'y aura pas de barrage, il n'y aura pas de ces malheurs, ces nutritions qu'on leur fait tout le temps. Ça n'existera pas. Ils circuleront librement. Et c'est leur fierté, c'est qu'ils l'ont demandé. Le mouvement dont ils furent les animateurs persévérants jusqu'au soir de ce dimanche de juin 77 qui vit l'aboutissement de leur combat opiniâtre. En ce premier jour que vit la République de Djibouti, ces deux bergers de la brousse assistent au défilé de leur armée nationale. Cérémonie empreinte d'une grande dignité, d'où toute espèce de triomphalisme est absente. Après les données rendues au drapeau de la régie des troupes par son excellence le chef de l'État, chef suprême de l'armée. Le budget de la défense djiboutien représente actuellement 20% du budget national. Toutefois, à ce budget s'ajoutent de nombreuses contributions étrangères. Comme décrit précédemment, la position géographique stratégique de Djibouti est fortement convoitée. C'est pourquoi de nombreux États cherchent à développer des axes de coopération avec Djibouti. Ces différentes coopérations peuvent prendre la forme d'aides directes, de dons de matériel ou de formation. Il est intéressant de relever le lien entretenu par Djibouti avec les différentes actions de coopération. Dans cette partie, nous nous intéresserons tout particulièrement aux éléments de rupture et de continuité au regard des différentes actions de coopération. Les premières années de la République de Djibouti sont marquées par le partenariat étroit qu'il allie à la France. Ce choix de l'ancien président, Hadji Hassan Gouled paix à son âme, décrit précédemment, confère pendant longtemps une place privilégiée à la coopération française. Cependant, les attentats du 11 septembre 2001 ont accru la volonté de nombreuses nations à s'établir dans la Corne de l'Afrique, en particulier à Djibouti. Ce souhait et l'arrivée au pouvoir du président Ismaël Omar Guelleh peu de temps avant marquent l'avènement d'une coopération multilatérale pour Djibouti. Enfin, autre rupture majeure, Djibouti est la nation choisie par le géant chinois pour installer sa première base militaire en dehors de ses frontières, afin de mettre en application son initiative de la route maritime de la soie au XXIe siècle. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, développe, dès son arrivée en 1999, une politique d'ouverture et de bon voisinage. L'armée djiboutienne entre ainsi dans une ère nouvelle, dans le domaine de la coopération militaire. Des relations de coopération fructueuses ayant été établies avec de nombreux pays. Tout d'abord, il convient de faire le point sur l'état actuel de la coopération française. La France remplit de nombreuses missions de coopération avec les forces de défense et de sécurité djiboutiennes, comme l'y engage le protocole de défense, signé à l'indépendance, avec la jeune nation. Depuis quelques années, elle privilégie une coopération opérationnelle et structurelle, plutôt que des dons de matériel ou des aides directes. De même, elle maintient toujours ses accords de défense signés à l'indépendance avec la République de Djibouti, sans les appliquer dans certains cas, comme en 2008 lors de l'invasion érythréenne du territoire djiboutien à Doumra, mais elle contribue toujours à assurer, par exemple, la mission de police de l'air avec des Mirage 2000. La France mène en permanence des projets de coopération structurelle, dans les domaines de la formation des cadres, et de la modernisation des matériels. Par ailleurs, la France conduit, ponctuellement des missions de coopération opérationnelle, avec les forces armées djiboutiennes. Toutefois,
Il est nécessaire de souligner ici que le dispositif militaire français à Djibouti, tout comme le budget alloué à la coopération, ont considérablement diminué. Les forces françaises stationnées à Djibouti ne représentent actuellement que 1450 militaires, composés de troupes de l'armée de terre, avec notamment le 5e régiment interarmé d'outre-mer, équipé de VAB, AMX-10 RC, canon de 155 mm, mortier de 120 mm. Les moyens aériens de l'armée de l'air, 4 Mirage 2000, 2 hélicoptères Puma, un avion de transport tactique C-160 Transal, et de quelques éléments de la Marine nationale. Point important et marquant de ces diminutions d'effectifs, le départ de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Il appartient désormais de s'intéresser aux nouveaux partenaires, permettant à la République de Djibouti de choisir la voie du multilatéralisme en termes de coopération. Songeons ici aux États-Unis d'Amérique qui, dès l'année 2001, se sont installés au camp Lemonnier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 5000 personnels militaires, civils et contracteurs sont présents sur cette base et une dizaine de drones dont le rayon d'action s'étend du Mali à la Somalie. Outre cette présence, les États-Unis participent également à des projets de coopération et d'appui au développement de l'armée djiboutienne. Citons, par exemple, la fourniture de 2 vedettes de type Defender à la marine djiboutienne. Ils fournissent également du matériel léger, de l'armement, jumelles de vision nocturne, matériel de transmission et des véhicules blindés. Ils dispensent aussi des formations dans divers domaines, notamment dans le domaine du contre-IED, pour les unités se préparant à partir en Somalie. Enfin, Washington paye chaque année un loyer annuel pour l'occupation du camp Lemonnier, et d'une partie de l'aéroport. De même, quelques années plus tard, l'accroissement des actions de piraterie au large de la Corne de l'Afrique a conduit plusieurs pays européens à se regrouper dans le cadre de la mission Atalante, mais aussi d'autres nations, plus discrètes, ont utilisé le prétexte de cette lutte contre la piraterie pour s'installer à Djibouti. Comme en témoignent les actions de coopération japonaises et le don de plusieurs patrouilleurs aux gardes-côtes djiboutiens ou encore les aides italiennes dans les formations de la gendarmerie djiboutienne. Cependant, il apparaît nécessaire d'ajouter ici la liste non exhaustive d'autres pays qui mènent des actions de coopération au profit de la République de Djibouti. Une grande partie de ces États sont issus de la Ligue arabe. Songeons tout d'abord à l'Arabie saoudite. Dès les premiers jours de l'indépendance de Djibouti, cet État a œuvré pour soutenir la société et la défense djiboutienne, comme l'illustrent les nombreuses aides directes versées par ce pays, ou encore le don de 5 hélicoptères Dauphin pour la surveillance maritime. De même, le Qatar semble également vouloir renforcer ses partenariats avec Djibouti. Il convient de rappeler, d'une part, que cet État a intervenu, en 2008 dans le cadre du règlement du différend territorial, opposant Djibouti à l'Érythrée, en s'interposant entre les deux armées. D'autre part, le Qatar cherche à établir une coopération militaire permanente avec la défense djiboutienne. Cette volonté s'est concrétisée en 2016 par la visite du chef d'état-major des armées du Qatar, le général Shanem Ben Shanin Al Ghanen. Au cours de cette visite, il a été reçu par le général de division Zakaria Sheikh Ibrahim et a rencontré les généraux Osman Nour Soubagleh, chef d'état-major de la défense, Taher Mohamed Ali sous-chef d'état-major de la défense et le commandant de la marine nationale, le colonel Abdourahman Adencher. Dans le même registre, la Jordanie cherche également, à son tour et depuis la crise au Yémen, à développer des projets de coopération avec l'armée djiboutienne. Après avoir accueilli le général Zakaria, chef d'état-major général des armées djiboutiennes à Amman, un projet de coopération a été développé. Les membres des forces spéciales de la garde républicaine djiboutienne sont ainsi partis en formation en Jordanie. Plus tard au cours de l'hiver 2015, suite à la crise yéménite et à l'afflux massif de réfugiés, une délégation jordanienne s'est rendue à Djibouti et au camp de réfugiés d'Obok pour évaluer la situation et étudier les solutions que pourrait offrir la Jordanie pour aider la République de Djibouti.
Celle-ci était composée du général Basson Mohamed, chef de la délégation et chef du département de la formation de l'armée jordanienne, du général Wail Ali, chef du département de chirurgie, ainsi que des médecins, tels que les généraux Othman Mohamed Ibrahim et Tawik Ahmed. De cette visite découle la mise en place d'une aide conséquente et le renforcement de la coopération dans le domaine médical, en soutenant l'hôpital militaire djiboutien. De même, un hôpital de campagne commandé par le général Souleymane Mohamed Souleymane sera établi à Obok. Enfin, d'autres États entretiennent également une coopération plus sporadique avec Djibouti, songeons ici au Soudan, à l'Égypte ou au Maroc. La lutte contre le terrorisme et la piraterie a conduit au développement de nombreux axes de coopération autour de Djibouti. De même, de nombreuses nations profitent de la crise yéménite pour renforcer leur partenariat avec Djibouti. Dès lors, la lutte contre le terrorisme et la piraterie ou plus récemment l'intervention au Yémen permettent au président djiboutien d'approfondir sa vision multilatérale de la coopération. En multipliant les partenaires, Djibouti semble donc réduire sa dépendance et accroître ainsi sa souveraineté. Assurément, la Chine effectue depuis quelques années maintenant une percée sur le continent africain. À cet effet, elle développe un intérêt croissant pour Djibouti, emprise stratégique dans le cadre de l'initiative de la route maritime de la soie du XXIe siècle. Elle a offert à l'armée de l'air djiboutienne 2 avions I-12 Turbo et des stages de formation pour ses pilotes. En conséquence, la coopération diplomatique et militaire commence donc à se renforcer à l'issue de ce projet de lutte contre la piraterie. Elle porte en majorité sur des ventes et des dons de matériel ou encore sur des formations. À l'image d'autres nations, la Chine cherche à mener une politique de formation des cadres de l'armée et des diplomates djiboutiens. Ainsi, elle offre chaque année des places en école de formation en Chine. Les stages durent généralement 5 ans, dont une année consacrée à l'apprentissage du chinois. Par ailleurs, la Chine dispense également des formations sur les matériels chinois donnés ou achetés par la République de Djibouti. Songeons, ici, à l'instruction dispensée au camp Cheikh Osman en septembre 2013, portant sur l'utilisation de mortiers et de lance-grenades. Toutefois, la Chine constate rapidement que dans le domaine militaire de nombreuses formations sont d'ores et déjà offertes par la France, l'Italie, l'Allemagne, le Japon et les États-Unis, faisant ainsi de l'armée djiboutienne la mieux formée du continent africain. Ainsi, elle diversifie ses formations en s'adressant également au personnel diplomatique et dispense, par exemple, des cours de chinois aux diplomates djiboutiens. En ce sens, la Chine a mis en place le bâtiment de l'Institut des études diplomatiques. Ce cursus proposé est consacré à la formation du futur personnel diplomatique djiboutien. De même, concernant les ventes et dons de matériel, on peut relever que la société Polytechnologie a réalisé quelques ventes à Djibouti. Concernant les dons, le plus marquant est sans aucun doute celui de la société ZTE travaillant main dans la main avec Djibouti Telecom qui a offert en 2005 et 2010 du matériel d'écoute et d'interception aux services de sécurité. L'armée de l'air djiboutienne opte pour l'achat d'un turbopropulseur chinois MA 6089. La signature de ce partenariat stratégique, en février 2014, entre la Chine et Djibouti représente le décollage de la coopération chinoise à Djibouti. Il en découle, le 26 novembre 2015, la confirmation par la Chine du début des travaux de la première base hors de ses frontières. Cette base militaire doit accueillir dès 2017 quelques milliers d'hommes, et notamment des éléments des forces spéciales chinoises. La mise en place de cette coopération peut apparaître rapide et dans la démesure par rapport aux coopérations précédentes, entretenues par Djibouti. Toutefois, ces éléments ne sont pas les seuls à attester de la rupture majeure engendrée par le partenariat chinois. En effet, à la différence des coopérations américaines, japonaises ou françaises, la Chine ne semble pas payer de loyer annuel en échange de son implantation. Comme souvent ailleurs en Afrique, sa contrepartie consistera à développer une zone franche près des ports de Djibouti et d'Oralais,
pouvant créer jusqu'à 200 000 emplois directs avec construction de routes, d'autoroutes, d'installations portuaires, ainsi que la réhabilitation du chemin de fer qui dessert l'Éthiopie. En résumé, la place et le rôle des différentes actions de coopération illustrent la volonté du président Ismaël Omar Guelleh de s'émanciper de la tutelle française exclusive dont les moyens et le personnel engagés sur le territoire diminuent fortement. Certains observateurs jugent que cette opinion découle, entre autres, du manque de soutien offensif français lors des combats de Douméra. Dès lors, des partenariats multiples se créent et la diversification est conçue comme un rempart à la dépendance. L'État djiboutien, par l'intermédiaire du président de la République, cherche à faire preuve de rupture avec le passé. Le président Ismaïl Omar Guelleh définit, pour la première fois en Afrique, une réflexion stratégique sur le long terme pour bâtir la société de demain qui doit être construite sur les valeurs culturelles traditionnelles, conjuguées aux valeurs universelles modernes sans tomber dans une évolution des mœurs et coutumes impropres à notre histoire. Au cours de cette analyse, il met l'accent sur les défis auxquels la nation a dû faire face depuis sa création. Songeons à la mise en place du système d'éducation, de santé ou encore d'infrastructures urbaines. À ses yeux, la nécessité de mettre en place l'État régalien, au lendemain de l'indépendance, n'a pas permis à Djibouti de prendre son essor économique. À cet effet, il entend désormais, par sa vision pour 2035, lancer des initiatives indispensables au décollage économique, notamment dans les infrastructures de transport. Celles-ci ont pour objectif de transformer Djibouti en véritable hub international connecté à l'ensemble de la planète et apte à accueillir des flux conséquents, notamment grâce au développement du train et des autoroutes. De même, son dessein pour 2035 ne se cantonne pas exclusivement au domaine économique mais détermine également les différents piliers sur lesquels le pays doit s'appuyer pour réussir son développement. Ils sont au nombre de 5. Le premier repose sur la paix et l'unité, qui pour être pleinement réalisés nécessitent la mise en place du dialogue et du consensus. Le second pilier porte sur la bonne gouvernance, celle-ci passe par des initiatives conjointes avec les États de la sous-région mais également par l'approfondissement de l'État de droit à Djibouti. Le troisième pilier fait référence à l'économie diversifiée et compétitive, au sein de laquelle le secteur privé serait érigé en moteur de la croissance. Le quatrième pilier fait référence au capital humain, il met en lumière l'importance d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des Djiboutiens. Enfin, le cinquième et dernier pilier porte sur le rôle actif de Djibouti dans son environnement régional et dans la coopération internationale. En d'autres termes, le président désire transformer Djibouti en porte d'accès principale de la mer Rouge. Ainsi, ces 5 piliers témoignent de l'intégralité du spectre de l'ambition présidentielle pour Djibouti en 2035. Assurément, la sécurité est le premier défi qui doit être relevé par Djibouti. Celle-ci s'exerce à 2 niveaux. D'une part, à l'intérieur du pays, rappelons ici la menace terroriste à laquelle Djibouti a été confronté lors de l'attentat du mois de mai 2014 ou celui de la nuit du 6 au 7 octobre 2022 perpétré par un groupe armé à l'encontre d'une unité de l'armée djiboutienne à Garaptizan dans la région de Tadjoura. Cette menace terroriste peut prendre différentes formes, celle du groupe somalien HSM, Harakat al-Shabaab Mouyahidine, le terrorisme salafiste ou encore l'essor et l'évolution du mouvement des frères musulmans. D'autre part, au niveau régional, Djibouti doit veiller à ne pas se laisser entraîner par l'embrasement qui frappe aujourd'hui depuis 2020 la Corne de l'Afrique. Son intervention en Somalie est, pour le moment, positive pour l'image de la nation. Enfin, la multiplication des partenaires stratégiques peut mener à un transfert des tensions mondiales sur le territoire djiboutien. Songeons ici aux différends entre le Japon et la Chine sur les îles, les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan. En effet, la situation de Djibouti est satisfaisante. Le PIB est de 1 700 $ par habitant, ce qui dans la sous-région est confortable. Le PIB djiboutien est 3 fois plus élevé que le PIB éthiopien et 10 fois plus élevé que le PIB somalien. Il convient désormais de mettre en lumière la place de l'armée dans la gestion de ces enjeux futurs.
Tout au long de cette documentaire, le rôle essentiel de l'armée à Djibouti et l'importance de sa dimension sociale ont été mis en lumière. Ainsi, le président Ismaïl Omar Guelleh entend réformer l'armée et cherche à construire l'armée de nos besoins plutôt que de conserver l'armée de nos habitudes. Le président de la République de Djibouti évoque l'armée en tant que garante de l'unité nationale et comme un outil permettant de garantir la paix et la sécurité. Assurément, le premier défi de l'armée djiboutienne a déjà été détaillé précédemment, il correspond au renouvellement des cadres. En effet, nombre des chefs actuels sont dans l'armée depuis l'indépendance, et ont, pour beaucoup, démontré leurs compétences. Toutefois, on ne peut concevoir qu'ils soient toujours aux commandes à l'horizon 2035, il appartient donc à l'armée djiboutienne de sélectionner par un système méritocratique, dans son vivier de cadres, les dirigeants de demain. Ces futurs chefs auront deux atouts majeurs, pour beaucoup, ils auront été formés à Djibouti, notamment à l'AMIA décrite précédemment et auront complété leur formation à l'étranger. Ils pourront ainsi enrichir la formation qu'ils ont connue à Djibouti, des avantages comparatifs des écoles étrangères. Par ailleurs, ces produits d'instruction nationale illustreront la pleine et entière souveraineté de Djibouti et l'indépendance totale dans la formation de ses cadres. Le second défi majeur pour l'armée djiboutienne est d'être le lien de l'unité nationale. En ce sens, il appartient à l'armée de ne pas revivre les affres et les revers de la guerre civile. De même, l'armée doit conserver ce rôle social si important qu'elle a à Djibouti. Toutefois, au regard de l'histoire, à la clairvoyance des leaders djiboutiens et à leur capacité à jouer des équilibres de force et d'intérêt. En effet, cette jeune nation qui fêtera ses 46 ans d'indépendance l'année prochaine a accompli en peu d'années un chemin conséquent. Alors que ses deux principaux voisins, l'Éthiopie et la Somalie ont toujours convoité ce territoire, et le considèrent même pour certains comme l'Éthiopie un débouché naturel. Djibouti a réussi au gré de l'écume des événements historiques, à maintenir son intégrité territoriale, et à accroître son influence dans la région. L'accomplissement d'une telle politique n'a pu se faire que grâce à sa diplomatie, à l'ensemble de l'outil de défense et de sécurité djiboutien, et donc à son armée. Rappelons que dans cette partie du monde, le service secret djiboutien est considéré comme le plus performant. Notons que l'armée djiboutienne a acquis en 2022 des drones turcs Bayraktar TB2 et des missiles de moyenne portée, dont l'origine n'est pas confirmée, ce qui ferait de cette dernière une grande petite armée, grande par sa force de frappe, petite par sa taille.